Les corneilles sont toujours là. Personne ne les a évacuées. Elles sont toujours là. Je me demande toujours comment serait ma vie si elle n'avait pas été interrompue par ces glissements de terrain. Quelque chose s'est cassé et il n'y a plus rien à faire. Nous ne pouvons pas exprimer notre douleur. Je n'ai que de bons souvenirs. Moi, j'ai des mauvais souvenirs maintenant, en le voyant comme ça. Nous sommes à Craco, un village désormais fantôme de la Basilicate. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici, à Craco, parce que Craco est vraiment un endroit unique. Non seulement pour ses paysages, comme vous pouvez le voir, mais aussi pour sa géologie. Je m'appelle Giuseppe Locoratolo, je suis géologue. C'est ici que le glissement de terrain s'est déclenché. Le village a été abandonné à cause des glissements de terrain. Les glissements de terrain ont été très importants en termes de volume. Pratiquement tout le village est concerné par ces glissements, mais surtout le versant sud-occidental, c'est-à-dire le versant sur lequel le village s'est agrandi, sur la partie la plus récente. Le centre historique, comme nous le voyons ici, au premier plan, est resté totalement intact. Il n'a absolument pas subi les glissements de terrain, contrairement au reste du village, qui évidemment nous ne voyons plus. Il s'est complètement écroulé, il a entièrement disparu. C'est un événement majeur qui a déclenché la série de glissements de terrain. En novembre 1959, une pluie très importante s'est abattue sur le village. Il a plu 400 mm d'eau en seulement 4 jours dans une zone parmi les plus arides du monde. Et ici, il pleut en moyenne 450 mm d'eau par an. Et une grande partie de ces 400 mm d'eau est tombée en seulement 2 jours. C'est donc un événement spectaculaire qui a amorcé le mouvement qui était déjà potentiellement en cours. Nous habitions en bas du pont. C'était la dernière partie du village à s'écrouler. La première partie qui s'est écroulée se trouvait sur la partie basse, au bord de la route. Les maisons sont encore intactes dans la partie haute, où se situe la Murge. Elles sont intactes. Nous avions été obligés de partir, parce qu'ils venaient tous les jours pour nous inciter à partir. Ils ont d'abord installé des logements de fortune, en bois, du côté de l'église. Les premiers habitants à être secourus ont été mis là-bas. Ils ont construit ensuite ces maisons, ici, où on se trouve. Nous sommes arrivés en 1972. Je m'appelle Anna Di Dio.
Moi, je m'appelle Nicolas Crapouli. Je suis né à Cracow en 1954. Je suis né à Cracow en 1962. Cracow était un village magnifique. C'est à l'âge de 10 ans qu'on a dû déménager et que je suis venue habiter dans cette maison. Mais je me souviens de tout. C'était magnifique. J'ai vécu la période de l'école, les belles choses, les ruelles toutes ouvertes. On jouait à cache-cache, à la mariée. Nous organisions des mariages. Je me souviens que je descendais du village. Ma mère, qui travaillait à la pâtisserie, nous attendait en bas quand nous sortions de l'école et nous faisait traverser la route et remonter pour nous ramener à la maison et puis retourner travailler. Je me souviens de ces moments, de cette période-là, de cette vie heureuse. On vivait très bien. Nous avions peu, mais nous n'avions besoin de rien d'autre. Même s'il y avait de la pauvreté. Nous étions 8 enfants. Ma mère travaillait et mon père était ouvrier agricole. Il a fait la guerre. Et il savait ce que ça voulait dire la faim et la soif. Ça, c'est la photo de la place principale. Là, on voit le tabac. C'est ma tante qui le tenait. Sur celle-là, on voit une épicerie qui vendait des fruits. Ici, il y avait la pharmacie. Là, le cinéma. Et d'ici, on montait là-haut. Et sur cet escalier le soir, tu veux savoir ce qu'on faisait? On se retrouvait. Et le plus âgé d'entre nous réunissait les plus petits, de 7, 8, 10 ans. On se mettait tous là le soir, et l'aîné racontait les histoires du village. Nous étions tous assis sur cet escalier-là, tranquilles. Une belle fête dont je me souviens est la fête Dieu. Lorsqu'on préparait cette fête, on décorait les petites rues avec de belles couvertures. Chaque ruelle était recouverte par de la belle literie, avec les plus beaux draps. Les jeunes filles s'habillaient en petites vierges et lançaient des pétales de fleurs dans les rues. C'était une très belle fête. Contrairement à toi, moi, j'ai une vie plus tourmentée au village. Nous étions 10 enfants. Et pour 10 enfants à l'époque, il n'y avait rien. Mes parents m'ont donc envoyé travailler à 8 ans, 8 ans et demi, dans les collines, comme berger. De mes 8 ans et demi jusqu'à mes 13 ans, j'ai travaillé comme petit berger. Le matin, j'allais à l'école. Et l'après-midi, j'allais faire paître les brebis.
Cracco a toujours été un village agricole. La production importante de blé a fait prospérer le village. D'autres activités artisanales comme le travail du fer ou quelques siècles auparavant de l'argent et du laiton ont également fait grandir Cracco. Je suis Vincenzo Montemurro, habitant du nouveau Cracco et engagé depuis longtemps dans l'accueil des visiteurs du village abandonné Cracco. Cracco est un lieu important historiquement puisqu'il est né au 8e siècle avant le présent. Et nous avons trouvé des documents du Moyen-Âge datant de 1060. Ce lieu a été une des premières communes autonomes dès 1270. Elle a atteint une population maximale de 2500 habitants au XVIe siècle. Juste avant les premiers glissements de terrain et l'abandon des habitants, Cracco était un village moderne avec un cinéma et une pâtisserie. L'installation des premiers habitants sur cette colline d'environ 400 mètres d'altitude s'explique principalement par sa localisation stratégique, idéale pour observer et se défendre des ennemis. Il y a également le fait de pouvoir s'éloigner des moustiques qui prospèrent dans les zones marécageuses de la vallée et qui sont souvent porteuses de la maladie de la malaria, qui était une maladie mortelle jusqu'au siècle dernier. La torre normanna che risale all'XI secolo, quindi è un peccato perdere un patrimonio del genere. La tour normande date du XIe siècle. Ce serait dommage de perdre un patrimoine comme ça, dans ce petit coin de la Basilicate, qui fascine tant de touristes, de penseurs et surtout de cinéastes. Déjà, en 1978, nous avons eu ici Francesco Rosi, qui a tourné au moins 70% de son film « Le Christ s'est arrêté à Eboli », tiré du roman homonyme de Carlo Levi. Puis, nous avons eu d'autres réalisateurs comme Lina Wertmüller, les frères Taviani et le cinéma américain qui a tourné des films bibliques ici. Nous avons eu King David en 1984, mais celui qui a fait le plus connaître notre territoire a été sans aucun doute La Passion du Christ de Mel Gibson. Il a choisi Cracco comme symbole de la désolation humaine, notamment en tournant la scène de la pendaison de Judas, qui est certainement la scène la moins sanglante du film. Il voulait tourner les scènes d'affliction à Cracco, au milieu des Calanchi, dans un paysage très proche de Jérusalem, en tout cas dans l'imaginaire de Gibson. Il y a eu ensuite un film italien, Basilicata Coast to Coast. Rocco Papaleo, un acteur comique italien, a eu l'idée de faire voyager une caravane de musiciens à travers la Basilicate d'une côte à l'autre. En passant par Cracco, il est dit que le village n'aurait pas supporté la modernité et qu'il l'aurait probablement refusé. Cristo si è fermato a Eboli. La macchina che tengo solo io, l'ha già cantato con i dollari che ha guadagnato l'America, l'America. Invece tutto quello che riesco a fare sono 2 viaggi a settimana per accompagnare o podestà alla prefettura di Matera. E il nostro servizio postale, l'avete visto da che è fatto? Buono ciuccio! Perciò ci sta poco a salare! Mi hanno chiamato e a quelli ma lo vedo di finire, ma lo vedo di che non mi la mano si di va. Da qui vediamo
D'ici, nous voyons tout en haut la tour normande datant du Moyen Âge qui, paradoxalement, est restée totalement intacte. Et elle est probablement l'une des tours les mieux conservées de notre territoire. Par exemple, à Stigliano, près d'ici, la tour normande n'est plus là, elle s'est effondrée. Et puis à gauche de la tour normande, ici, nous voyons aussi quelques coupoles de l'église mère de l'époque gréco-byzantine, probablement réalisées avant la construction normande. Avant ici, ça ne s'appelait pas Craco, mais Mont d'Or, parce qu'il y avait le blé qui était de l'or. Oui, un champ qui vient d'être labouré. Explique-leur. Craco signifie en latin « champ qui vient d'être retourné, labouré ». Quelque chose qui a à voir à la précarité du terrain. Une légende raconte que le village s'appelait Mont d'Or avant qu'on lui donne le nom Craco. Et selon la légende, ce nom a été choisi en raison des corbeaux qui tournaient autour du village. Mais il est vrai aussi que ce terme, Gracium, qui remonte à l'année 1060, pourrait être une abréviation de Graculus, qui signifie justement corneille en latin. D'un point de vue géologique, nous nous trouvons dans un endroit très particulier. Le géologue Giuseppe Locoratolo. Nous sommes totalement entourés de terrains argileux qui appartiennent à un grand ensemble géologique que nous, les géologues, appelons Fossa Bradanica, qui est une grande bande comprise entre la chaîne des Apennins, qui se trouve ici à quelques kilomètres, et ce qu'on appelle le bassin d'avant-pays qu'on nomme Apullo. Nous nous trouvons au cœur de la Fossa Bradanica, qui est une sorte de bassin presque uniquement composé de terrains argileux, sauf dans deux petites zones, et dans l'une d'entre elles surgit Craco. Il s'agit d'une exception géologique. Le centre historique de Craco a été construit précisément dans cette zone, sur cet éperon rocheux qui appartient à la chaîne des Apennins, situé à 4 ou 5 km d'ici. Cet éperon rocheux, ce morceau, a été poussé au fil du temps jusqu'ici. C'est donc un lambeau de cette chaîne montagneuse qui émerge ici, et c'est sur sa pointe que le village a été bâti. Il s'agit donc d'un lieu vraiment très particulier, très singulier. I terremoti hanno dato solo un piccolo contributo. Les tremblements de terre ont contribué à la réactivation des glissements de terrain. La région se trouve entre la chaîne des Apennins, à quelques kilomètres d'ici, et le plateau Murge Pugliesi. Et c'est une zone qui se soulève depuis 800 000 ans. C'est lié à la tectonique des plaques. La plaque africaine pousse la plaque européenne. Pour rester en contact avec la mer, les fleuves creusent leur propre lit et créent des vallées plus ou moins profondes. Ici, la vallée s'est beaucoup enfoncée et a eu pour conséquence de fragiliser la stabilité des pentes et des reliefs qui se forment entre un fleuve et un autre.
La déclivité d'une colline ne peut pas augmenter à l'infini. Si le fleuve s'enfonce, la déclivité augmente et le phénomène ne peut pas continuer ainsi durablement. Quand la déclivité dépasse la capacité des terrains à rester accrochés à la colline, la nature amorce alors une sorte d'autoprotection c'est-à-dire qu'elle dépasse physiquement un certain volume de terrain d'amont en aval, de sorte que la déclivité diminue jusqu'à ce que les conditions d'équilibre soient réunies. Il s'agit d'une défense naturelle de la surface terrestre. Et malheureusement ici à Cracow, cette partie du terrain qui s'est déplacée pour réduire la pente du versant a été construite sur la partie récente du village. Les nappes phréatiques de ces roches agglomérées ont également joué un rôle indirect dans ces glissements de terrain. Ici, ce sont des roches vaporeuses caractérisées par la présence d'eau, une eau qui alimentait tous les citoyens de Cracow avant l'arrivée de l'aqueduc. Avant, chaque maison de Cracow possédait un puits et les habitants prélevaient directement dans les nappes. Lorsque l'aqueduc est arrivé avec son réseau hydraulique moderne, les habitants ont arrêté d'utiliser leurs puits et ont utilisé l'eau du robinet. Ceci a donc provoqué l'engorgement de certaines sources qui se trouvaient entre les roches agglomérées et les terres argileuses. Ces nappes qui n'étaient plus régulées par les prélèvements d'eau des habitants sont devenues des nappes libres en quelque sorte, et les sources ont repris leur rythme naturel. Cette augmentation d'eau dans le sous-sol a aggravé la situation et contribué au déclenchement des glissements de terrain, dont la cause principale, je le répète, reste liée à l'évolution géologique du versant. Les habitants ont abandonné le village uniquement à cause des éboulements et glissements de terrain. Il n'y a pas d'autres raisons, notamment socio-économiques, comme ce fut le cas non loin d'ici, dans la ville de Matera, le chef-lieu de la province. Ici, c'est un peu différent à Cracow. Il n'y a pas de problématiques économiques, sociales ou de mauvaises conditions sanitaires ou environnementales. C'est uniquement lié au glissement de terrain. Historiquement, les glissements ont commencé un siècle auparavant. Il y avait eu déjà quelques alertes avant d'arriver au point de bascule dans les années 60, qui marqua l'apogée des éboulements. En 1980, nous avons eu le tremblement de terre de l'Irpinia, qui a frappé une bonne partie de la Campanie et de la Basilicate. Il a été ressenti jusqu'à Cracow. Le guide, Vincenzo Montemugro. Ce fut le coup de grâce. Les toutes dernières familles qui étaient encore dans le centre historique ont été évacuées. Nous pouvons observer ici ce palais, en haut, le palais Camarota Rigirone. C'est une bâtisse importante pour le village où demeurait la famille Camarota, qui était une des plus riches de Cracow, et la famille Rigirone, qui, en plus d'être parmi les plus importants propriétaires terriens, était la plus ancienne famille de Cracow. La famille Rigirone
apparaît ici, à Cracovie, dès la période normande-suève, au 5e siècle. Par la suite, la structure a hébergé la mairie, la caserne des gendarmes, puis l'école, dans la période où le couvent de Saint-Pierre subit un premier éboulement dans les années 50. Suite à ça, le palais Camarota a accueilli des familles dans les années 70 et 80 quand elles ne trouvaient pas de logement confortable et sécurisé alors que le village s'écroulait. Et en plus, malheureusement, plusieurs zones étaient interdites. Ce fut donc le dernier palais, la dernière structure habitée de Cracovie. Et dans ce bâtiment, en haut à gauche, où il y avait les gendarmes jusqu'en 1972, il y a eu ensuite une famille dont il est resté un seul membre. En 1998, il fut le tout dernier habitant du village, déjà fantôme. Ti avevo chiamato a casa. Moi, petite, à 10, 11 ans, L'ancienne habitante de Cracovie, Anna Didio. et une autre petite copine, nous sommes partis de notre nouvelle maison et sommes allés là, en haut, dans le village, en cachette, sans que ma mère le sache. Nous avons fermé la porte de notre ancienne maison et j'ai volé la clé, alors que la maison était déjà occupée par cette nouvelle famille. Ils ont trouvé la porte fermée et ils ont appelé mon père. J'ai été obligée de dire la vérité. Mon père m'a grondé et m'a demandé « Pourquoi tu as fait ça ? Tu ne devais pas faire ça. » Et j'ai répondu « Mais c'est notre maison, nous ne pouvons pas rester. » Et eux, oui. Et alors j'ai beaucoup pleuré, parce qu'ils avaient donné notre maison à d'autres personnes. Et il m'a dit « Non, tu ne devais pas faire ça, parce que cette famille est dans le besoin. Dès qu'ils auront une nouvelle maison, ils partiront. » De toute manière, nous n'y retournerons jamais plus. Nous ne pouvons plus y rentrer. On nous avait déjà attribué cette maison-là, où nous sommes, alors que notre maison de propriété était encore intacte et habitable. La loi nous a obligés à la quitter. Ils ont placé une autre famille, provisoirement, dans l'urgence, parce que notre maison était encore habitable. La popolazione, dopo gli eventi franosi, è stata... Suite aux éboulements et aux glissements de terrain, la population a donc dû être déplacée. Quando nel 1964 En 1964, un ingegnere sempre dal Servizio Geologico Nazionale, un ingénieur envoyé par le Service national de géologie explora le territoire autour de Cracovie et choisit un lieu pour implanter la nouvelle ville, une localité qui s'appelle Peschiera, à 3-4 km d'ici à vol d'oiseau. Si costruirono tanti edifici tutti uguali. Ils y ont construit plusieurs bâtiments, tous pareils, des sortes de logements sociaux destinés à la population qui fut presque entièrement déplacée donc là-bas. L'ingegnere che aveva individuato la nuova
Et l'ingénieur qui avait repéré la nouvelle localisation de Cracovie ne s'était pas aperçu que dans le sous-sol de cette plaine, il y a une grande quantité d'eau. C'est une zone inondable. Toutes les maisons construites possèdent une cave et les pauvres habitants sont régulièrement obligés d'utiliser des pompes pour enlever l'eau qui entre dans leur cave. On parle donc ici d'un village qui a fui un glissement de terrain pour finir dans une zone inondable. C'est un géodestin tragique. Les habitants qui sont restés près de Cracovie, moi compris, avons vécu et vivons encore le dépeuplement. Que ce soit la nouvelle Cracovie ou Cracovie Sant'Angelo, les deux sites sont concernés par l'exode. On remarque la fermeture d'un magasin, d'une activité, le décès d'une vieille personne influente, d'une personne qui nous aidait ou d'une autre qui était un point de repère. Le village se rétrécit. Et donc nous, qui habitons ici, vivons dans la difficulté parce qu'on voit ce village qui pourrait être vivant sans toute cette souffrance. Pour nous, aujourd'hui, c'est une douleur de voir notre centre historique abandonné. Et le nouveau village, d'ici 10 ans, si ça continue comme ça, il deviendra un nouveau village fantôme. C'est un village fantôme. Ici, à côté du village, il n'y a rien. Mais ce que je ressens malgré tout, c'est que si je m'éloigne un peu trop de ce village, il y a toujours un manque de quelque chose. Je n'ai pas peur de la solitude, du fait qu'il n'y ait pas de loisirs, je n'ai peur de rien. Je ne veux même plus y retourner au village, parce que le souvenir me fait mal. Chaque nuit, je rêve de cette période de l'enfance, quand on jouait, toujours dans la même partie du village. C'est toujours beau. De cette maison, je ne me souviens de rien. Nous sommes des survivants, un peuple qui a tout perdu. Quand je monte là-haut, je pleure. Il est difficile de vivre au jour le jour avec les souvenirs que nous avons du village. Chacun d'entre nous a emporté avec soi un morceau de Cracovie. Même si j'habite ici, Cracovie est toujours dans mon cœur. J'ai un frère qui vit dans le Piémont, à Pinerolo. Il dit que quand il mourra, il voudra être ramené à Cracovie. Il veut rester près de maman et papa. Tu rondinella chi vai a lumara ferma guardati lì ferma guardati lì ferma guardati lì mezza parola guardati tirna pen guardati tirna pen guardati tirna pen voglio da lolata. C'était Cracovie, village fantôme. Avec le géologue Giuseppe Locoratoro, le guide Vincenzo Montemuro et les anciens habitants de Cracovie, Anna Didio et Nicola Crapulli. Une réalisation de Carmen Miranda et Aurélien Frances. Production Silence Podcast.